Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Au cours de la première émission sur l'histoire du pétrole, nous avions exploré les débuts balbutiants de l'exploitation de l'or noir qui ont mené tant bien que mal à la naissance d'un nouveau monde. La fin du XIXe siècle est en effet un tournant majeur de l'histoire au cours duquel la vie domestique des hommes se voit radicalement et abruptement transformée par l'arrivée du pétrole, vous l'aviez compris. Il en va de même pour l'industrie et l'économie qui se développent et se façonnent d'une manière inédite autour de la nouvelle ressource énergétique. Le XXe siècle est ensuite le spectacle d'une reconstruction complète des enjeux géopolitiques mondiaux. Le pétrole se retrouve propulsé au centre des décisions politiques les plus importantes de la période. Évidemment, il est non seulement à l'origine des guerres et des conflits, mais il constitue également la précieuse récompense des vainqueurs, tout en se trouvant être l'outil décisif menant à la victoire. Ce que ça veut dire, c'est que l'or noir apparaît désormais comme le moyen ultime d'arriver à ses fins. Considérons ceci. Pour gagner une guerre, il faut du pétrole. Pour avoir du pétrole, il faut parfois s'engager dans des conflits virulents avec les pays et les compagnies qui y ont accès. Et pour s'assurer que de nouvelles guerres ne nous tombent pas dessus, il faut avoir la main sur suffisamment de pétrole et donc d'armement pour dissuader quiconque de prendre le pays pour cible, créant alors de nouveaux conflits. Résultat, tout ça ne constitue qu'un véritable cercle vicieux interminable. Bref, tous les enjeux géopolitiques des plus grandes puissances mondiales convergent désormais vers un seul objectif, l'exploitation de l'or noir. Ainsi, les desseins expansionnistes et territoriaux des guerres précédentes sont dès lors remplacés par un tout nouvel enjeu, la conquête du capital. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui, ou plus exactement de comment le pétrole s'est hissé au sommet de toutes les considérations économiques et politiques mondiales à partir de la Grande Guerre, au point de définitivement lier l'économie et la politique sous une même et indissociable bannière. Maintenant que Drake, les Nobel, les Rothschild, Rockefeller et les autres magnats de l'or noir ont fait de l'industrie pétrolière un véritable empire, il n'est plus question de différencier les compagnies pétrolières de leur nationalité. Puisque le pétrole est si important dans la conquête du pouvoir, les gouvernements occidentaux sont désormais bien décidés à soutenir l'exploitation pétrolière des compagnies de leur territoire, et ce, même sur des terres qui ne leur appartiennent pas. L'or noir, épisode 2, c'est sur Timeline, évidemment. Reprenons plutôt là où on s'était arrêté, c'est-à-dire au tout début du XXe siècle, à une époque où personne, évidemment, ne se doute encore des horreurs qui se préparent au tournant des années, 1910. À ce moment-là, l'industrie pétrolière des États-Unis commence doucement à hisser les Américains au sommet de l'échiquier économique mondial. De l'autre côté de l'Atlantique, les puissances européennes, jusque-là encore bien attachées à leur bon vieux charbon, commencent à réaliser leur retard. Les États-Unis sont sur le point de se créer un monopole indéniable sur l'industrie de l'or noir et il devient de plus en plus clair que le charbon est en perte de vitesse. Le problème, c'est que le territoire de la Grande-Bretagne, bien que riche en mines de charbon, est presque complètement vide d'hydrocarbures. La seule source qui leur est disponible vient en fait d'une petite compagnie écossaise de Glasgow, la Burma Oil, qui possède quelques puits dans la jungle de Birmanie. Autant dire que par rapport aux îles de Bornéo et de Sumatra sous le contrôle de la Royal Dutch Shell dont on a parlé l'autre fois, l'or noir de la jungle de Birmanie se fait très très discret. La Grande-Bretagne est donc dans l'embarras. Alors qu'elle a construit sa puissance militaire et coloniale grâce à sa flotte redoutable, les nations productrices de pétrole commencent à rattraper leur retard à une vitesse extrêmement folle. Et pendant la guerre de sécession, la marine américaine est la première à réfléchir aux possibilités qu'offrirait le pétrole comme combustible carrément pour les navires. Plus tard, en 1887, la Russie entame un programme de construction de cuirassés alimenté par un carburant liquide. Et c'est pas par hasard. Les avantages offerts par le pétrole sont indéniables, notamment pour des navires destinés à la guerre.
Le pétrole est premièrement plus fluide, ce qui implique que l'alimentation des moteurs se fait désormais par écoulement et que les matelots ne sont plus réquisitionnés pour charrier, pour pelleter le charbon. Ça se comprend. Le pétrole rend par ailleurs les bâtiments de guerre beaucoup plus discrets. Fini les cheminées gigantesques crachant une fumée noire épaisse qu'on peut voir comme ça à plusieurs kilomètres à la ronde. Dernier avantage, et pas des moindres évidemment, le pouvoir calorifique du pétrole permet la conception de moteurs plus petits, plus compacts. Les navires se retrouvent donc moins lourds, plus puissants, leur permettant évidemment d'atteindre leur vitesse de pointe plus rapidement. Efficacité, discrétion, vitesse, pas étonnant donc que la marine britannique se soit inquiétée de son retard sur l'exploitation et l'utilisation de l'or noir. Et là-dessus, c'est bien de sa faute. Déjà, en 1899, Marcus Samuel, en bon britannique patriote, s'est fait un devoir de convaincre la Royal Navy de l'importance du pétrole pour l'armée. Le problème, c'est que Samuel, fondateur de la Shell, il faut le rappeler, n'inspire pas confiance à l'amirauté britannique. Il achète du pétrole russe, du pétrole hollandais, après tout, et puis il vend sa marchandise à l'empire japonais. Et alors, par-dessus le marché, il est juif. Vous imaginez, ça fait beaucoup pour un seul homme. Bref, c'est peine perdue. Seul l'amiral John Fisher, le futur maniaque du pétrole, non pas le mania, le maniaque du pétrole, le prend au sérieux. Résultat, quand en 1906 les nouveaux cuirassés britanniques sont lancés, eh bien, il n'est toujours pas question en 1906 de les alimenter au pétrole. Ces dreadnoughts, dont le nom vient de l'abréviation Which Dreads Not, c'est-à-dire qui ne redoutent rien, sont une réelle révolution militaire. Ils sont propulsés par une nouvelle et puissante turbine à vapeur armée d'un nouveau modèle d'artillerie. Les dreadnoughts deviennent très vite le standard des flottes de guerre au XXe siècle. Encore une fois, les États-Unis sont les premiers à adopter une chauffe complète au mazout pour leur propre cuirassé en 1910. De son côté, la Grande-Bretagne a progressivement avancé vers un système en fait hybride, dans lequel 60% de l'alimentation de ces dreadnoughts est due au mazout et 40% se fait encore grâce au charbon. Effectivement, il est impossible pour elle de se convertir complètement au mazout tant qu'elle est obligée d'importer son pétrole de l'étranger. Si elle s'y risquait, la Royal Navy serait, on l'imagine, beaucoup trop vulnérable aux éventuelles inflations de la marchandise et au bon vouloir des pays exportateurs de pétrole. Il serait en gros inféodé à tout ça. La priorité est donc désormais de s'assurer un accès sûr à l'or noir et d'augmenter considérablement son extraction sous contrôle britannique, bien entendu. Ça s'appelle conserver sa souveraineté, tout simplement. C'est pourquoi, en 1910, la Royal Navy confie plusieurs contrats à la compagnie écossaise Burma Oil, qui possède de nombreux puits en Birmanie.